Conférence du grand maître général du Watar, Thomas Denicourt, sur le thème « Un art de vivre ensemble ». Et tout ça, je pense moi, que ça participe à au sens que l'on donne aux choses, et donc lutter contre la perte de sens. Alors qu'est-ce que la maçonnerie? Je rentre un petit peu plus maintenant dans le vif du sujet, en tout cas tel que moi je le vis. C'est plusieurs espaces. D'abord, c'est un espace de fraternité. Et cet espace de fraternité, j'aime bien le voir à deux échelles, à deux niveaux. D'abord, un espace de collectif, j'ai envie de dire universel. Je vous ai parlé de ma petite loge de Rennes tout à l'heure, 18 membres. Mais en vérité, je peux aller n'importe où en France et dans le monde, je vais rencontrer d'autres maçons. Je vais être accueilli comme un franc-maçon. On ne se connaît pas du tout, et on est accueilli pas comme si on se connaissait depuis toujours. Alors, je vais vous raconter une petite histoire que j'aime bien raconter, parce que moi, elle est rentrée dans ma tête assez tôt. Vous savez qu'en maçonnerie, on a des degrés, hein, on commence apprenti, enfin, vous savez pas, on commence apprenti pendant quelques temps, quelques années. Puis on devient compagnon, on franchit une étape, une marche, puis on devient maître, on franchit une autre marche. Et j'étais jeune compagnon, donc au milieu. Et ce qui est bien quand on est compagnon, c'est qu'on a le droit, avant on ne peut pas, mais on a le droit d'aller voir des copains d'autres familles maçonniques, de se visiter, de se côtoyer. Donc si certains se posent la question, est-ce que vous voyez entre familles maçonniques? Complètement. Il y a des exceptions, enfin, mais parlons pas de ça. Essentiellement, on se voit beaucoup. Et du coup, ma jeune compagnon, j'entreprends d'aller à la Grande Loge mixte de France, hein, j'en parlais tout à l'heure, donc plutôt orientation sociale et sociétale. Et j'étais à Lille, j'habitais à Lille, et je devais aller à Dunkerque. Et c'était un soir d'hiver, un vendredi. Alors à Lille, c'est comme à Paris. Un vendredi, soir, le périph' c'est blindé. Et donc, il faisait noir, accessoirement il pleuvait. Et ben alors là, le périph' c'était costaud. Généralement, l'île Dunkerque, pour ceux qui ne savent pas, c'est 3/4 d'heure, 1 heure, voilà, on a fait la route. Je pense qu'en 1 heure, j'étais toujours pas sorti du périph'. J'avais rendez-vous à 20h à Dunkerque, j'avais pris large, j'avais pris 18h30 départ. À 19h30, on était à peine sorti du périph'. Alors, j'appelle. On avait déjà, c'était en 2004, donc on avait déjà des téléphones portables, vous savez, avec les touches. Pas les smartphones d'aujourd'hui, on avait les touches. Donc j'appelle le vénérable, le patron de la loge de là-bas, de Dunkerque. Je lui dis, écoute, ouais, je te confirme, on vient, on était deux. On vient, mais par contre, on va avoir du retard. Je quitte juste l'île, là, on vient de sortir du bouchon. Mais bon, voilà, on trace, on va avoir peut-être un peu de retard, mais on arrive. Ok, pas de problème, on vous attend. Ah oui, un soir d'hiver, il fait noir et il pleut. Donc ça n'a pas manqué, j'ai eu un accident devant moi. Donc du coup, deuxième bouchon. Un gros bouchon. Et je vois le temps qui s'égrène. La projection d'arrivée, on devait arriver à 20h, enfin, la loge devait démarrer à 20h, je n'arriverai pas à 20h15, 20h20. Je rappelle, 20h15, 20h20, on vous attend, on va démarrer peut-être. Et puis ça traîne. Je renvoie un message, écoute, vas-y, démarre, on va être en retard. 20h30 au mieux. Je vous attends. Bien. On trace, on fait la route, on arrive à 20h30 à Dunkerque, ville que je ne connais pas. À l'époque, il n'y avait pas de Waze, il n'y avait pas de Google Maps. J'avais ma carte Mappy, que j'avais imprimée. Il pleuvait. C'est bien les cartes Mappy quand il pleut. Et donc je finis par trouver la rue, ce qui me semblait être une rue, il faisait noir, mal éclairé, et puis tomber enfin une espèce de porte cochère qui a l'air de correspondre au bon numéro. 20h40. Honteusement, j'appuie sur le bouton de la sonnette, on nous ouvre, et là, eh bien, on a un accueil qu'on n'a jamais eu. Mais soyez les bienvenus, ça y est, vous êtes enfin arrivés. Oui, pardon, désolé, on est en retard. Mais non, allez, on va boire une bière, on va fêter tout ça. On est dans le bar, on boit des bières. Mais je leur raconte ce truc-là parce que je pense que, y compris pour les maçons, ici, je pense qu'on ne prend pas assez le temps d'apprécier cette chance extraordinaire que l'on a de pouvoir vivre ce genre de choses. De pouvoir vivre l'accueil de personnes qui ne nous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, mais que pour autant, eh bien, quand on arrive, on est accueilli comme si on se connaissait depuis toujours. C'est exceptionnel. Enfin, pour moi, c'est exceptionnel. Donc un collectif que je qualifie d'universel, je devrais mettre des grosses guillemets derrière, parce qu'il y aura plein de nuances à y apporter, mais mettons. Et puis aussi un collectif plus intime, et là c'est celui de sa loge.
de mes 18 sœurs et frères à Rennes. On se connaît tous. On se connaît tous très bien. On est tous très heureux de se revoir. Moi, quand je vais en tenue 2 fois par mois, je peux vous dire, je suis content, j'ai une balade grande comme ça, parce que je vais voir mes copains, je vais voir mes frangins, et ça me fait un bien fou. Et on s'apprécie, on échange ensemble sur 1001 sujets, toujours dans le respect des autres. Voilà, c'est des moments extraordinaires. Ce collectif-là et cette intimité-là, c'est merveilleux. Mais j'y reviendrai aussi un petit peu tout à l'heure pour le border sous un autre angle. Et en même temps, cet espace de fraternité qui nous fait du bien, qui me fait du bien, je pense que tous les maçons qui sont ici ne diraient pas autre chose. Je me dis que c'est aussi propre à l'être humain fondamentalement. Regardez la ferveur qui s'est passée pendant les Jeux Olympiques. Comment, tout d'un coup, la société française est quand même encore capable de faire corps. Allez, restons dans le lieu. L'élection du pape. Vous voyez combien de la ferveur humaine que ça a brassé. Je pense que l'être humain, vraiment, a besoin de ça, aime ça, apprécie de retrouver ça, mais a de moins en moins l'occasion de l'avoir. Et voilà, moi, en tous les cas, dans ma démarche maçonnique, j'arrive à retrouver ce temps-là, ce moment-là. Donc j'attaque mon moi-je, j'attaque la civilité, j'attaque la solitude, j'attaque la perte de joie. Je pense que vous l'entendez. La loge, c'est aussi un espace de rencontre et de partage. On le dit très facilement si vous ouvrez un bouquin maçonnique, si vous écoutez un maçon parler à un moment donné, vous entendrez forcément le « en maçonnerie, je rencontre des personnes que je n'aurais rencontrées nulle part ailleurs ». C'est un poncif maçonnique absolument vrai. Dans ma loge maçonnique, à Rennes, j'ai une comptable, j'ai une prof de français, j'ai un prof de maths, j'ai un kiné, j'ai une chirurgienne, j'ai un responsable de la sécurité dans un magasin brico-dépôt, j'ai un informaticien, j'ai une responsable de magasin de jouets. On a de tout. Ça brasse terriblement. Et j'ai de tous les âges. Le plus jeune a 28 ans, le plus vieux en a 84. On a du coup un brassage important et qui me permet d'avoir une rencontre de plein de choses différentes, de mixité sociale. Oui, quelque part, quand j'ai un éducateur spécialisé et que j'ai une chirurgienne dentiste, on peut imaginer qu'on n'est pas dans le même monde social. Mais en fait, ça pose aucun problème, il n'y a aucune différence. Pour ceux qui ont connu le service militaire, ça rappelle un peu ça. Moi, je l'ai connu, j'ai 50 ans. Et ça rappelle un peu ça, ce moment où on rencontre des gens qui viennent de tous les horizons. C'est du coup aussi une rencontre d'opinions différentes. On vient d'espaces différents. C'est une rencontre de cultures différentes. C'est une rencontre, du coup, de points de vue différents. Et j'aime bien la photo, parce que je trouve qu'elle illustre vachement bien ce que je veux vous raconter. Et quelque part, ça attaque aussi la notion de peur, c'est-à-dire de ce que je ne connais pas. Je discutais avec quelqu'un qui est dans la salle ce soir, et puis qui me disait un jour, mais en fait, quand tu es dehors chez toi, sur ta terrasse, et que tu entends ton voisin, les gamins sont sortis, il y a du bruit, et toi tu es en train de manger ton repas. Soit tu connais pas tes voisins, et tu as une tendance à répondre, à te dire, ils font du bruit, ils sont mal élevés, ils sont mal éduqués, c'est l'heure de manger, ils peuvent pas se taire un peu. Ou bien, on a déjà pris l'apéro avec eux, on a déjà pris un barbecue avec eux, et on se dit, ah tiens, les enfants sont sortis, on voit, ils ont l'air contents, ils ont l'air joyeux. Même phénomène, mais que de points de vue différents. Selon que l'on connaît ou ne connaît pas. Quelque part la peur, que je prends au sens large, j'entends. Mais il y a un peu de ça quand même. Cette peur de l'inconnu, cette défiance vis-à-vis de l'inconnu. La maçonnerie, c'est aussi un espace de réflexion. Alors, je le disais tout à l'heure, là où nul coq ne chante et nul chien n'aboie, on est hors de tumulte du monde. Et quelque part, c'est super précieux parce que c'est cet espace-là où on peut enfin poser sa tête. Un endroit où on peut poser sa tête et où on va retrouver l'art de penser. Alors, je vais vous raconter un
un truc que j'aime bien, c'est un auteur maçonnique qui s'appelle Oswald Wirth. Les maçons connaissent, les non-maçons connaissent certainement un peu moins. Oswald Wirth, qui est de son temps, c'est un écrivain maçonnique du début du XXe siècle. Il est de son temps, je le dis parce que on va pas non plus trop raconter trop fort ici. Il dit quoi? Il dit, moi, début du XXe siècle, je précise les choses, il me dit, je suis perturbé parce que je suis pris entre deux formes de prêt-à-penser. D'un côté, j'ai la religion, qui me dit, voilà, te pose pas de questions, tu crois, c'est comme ça. Crois en Dieu le Père et en Jésus-Christ, son Fils unique, et c'est comme ça. Voilà la Genèse, tout est écrit dans la Bible. Autre prêt-à-penser, la science. Dans une époque où le scientisme est en galopant. C'est démontré, te pose pas de questions, t'appliques, ça fonctionne comme ça. Les exemples sont extrêmes. Mais l'idée est celle-là, de dire, mais en fait, quand est-ce que moi je pense là-dedans? Et cette démarche maçonnique symbolique a ça d'intéressant que justement, elle remet la pensée au centre du jeu. La maçonnerie n'a rien à vous inculquer, si ce n'est peut-être une démarche, la nécessité de réfléchir par vous-même. Et on a des symboles, une pierre brute. Mais qui peut me dire la vérité de cette pierre brute, ce que c'est exactement, comment ça fonctionne? Moi, je vais avoir une vision de la vérité de la pierre brute, mais c'est ma vision. Et c'est ça l'idée de la démarche maçonnique, selon Oswald Wirth encore une fois, c'est que je vais avoir des symboles qui voilent le message, c'est à moi d'en trouver le sens. Et un sens qui peut évoluer. Le sens que je lui donne aujourd'hui a le droit d'être différent de celui que je vais donner demain, que j'avais hier. Donc on retrouve l'art de penser, et, je cite un de nos pères fondateurs, de redevenir son propre roi. C'est-à-dire d'être maître de son destin sans avoir quelqu'un au-dessus de sa tête pour te dire quoi dire ou quoi penser. C'est une des définitions, selon Oswald Wirth toujours le même, de l'art royal, ordre initiatique et traditionnel de l'art royal, ce que nous sommes. L'art royal a multiples définitions dans le paysage maçonnique, c'en est une, retrouver l'art de penser. Et c'est une pensée du coup qui devient subtile. Parce que je vais encore vous raconter une de mes tranches de vie, pardon, je raconte beaucoup d'histoires, mais c'était la promesse, je vous raconte un peu de mon vécu. Mon premier travail, première planche, on va appeler ça une planche, pour discuter aussi du terme, premier travail que j'ai eu à faire en tant que jeune maçon, fraîchement initié, peu importe le terme, mais j'ai travaillé, j'étais très fier de moi. Même très fier. Donc quand je l'ai présenté, je savais bien que j'avais été absolument exhaustif sur le sujet. Personne n'aura rien à rajouter. J'étais très content de ce premier thème, cette première intervention, qui a dégonflé d'un coup ce gros ballon de baudruche que j'avais. Parce que derrière, combien d'interventions, combien de personnes ont rajouté des choses, ont ouvert des pistes que j'avais absolument pas imaginées. Mais ça rend humble. Et puis surtout, ça nous rend capable d'accepter que non, j'ai pas l'entière vérité, même plus que ça, j'ai besoin des autres pour l'approcher, cette entière vérité. Et du coup, c'est pour ça que ça permet de cultiver sa pensée, d'élargir sa pensée, et éventuellement subtilement. Parce que, une façon de dire les choses, une façon de reformuler, tiens, il n'a pas dit exactement pareil, c'est presque proche, presque pareil, mais c'est pas la même chose, et ça rajoute des éléments. Donc il y a cette subtilité qui se développe. Alors je ne sais pas si vous connaissez la différence entre le confucianisme et le taoïsme. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais je le dois cette approche-là à Luc Ferry, qui raconte que le confucianisme c'est une école de la lumière, c'est une école de la vérité absolue, de la justesse. Je définis l'exacte vérité. Je recherche la vérité de toute chose. C'est précieux, c'est passionnant. Donc il faut apprendre, il faut se cultiver, il faut savoir. Mais ça a une limite. Et cette limite, c'est que quand je définis la vérité, quand j'ai une connaissance précise, tout ce qui n'est pas dans le cadre de cette connaissance est donc dans l'erreur. Si tu ne penses pas comme moi, tu as donc tort, tu es dans l'erreur, j'ai raison. Comment cultiver du vivre ensemble quand la personne qui ne se pense pas comme moi est dans l'erreur? Et c'est là que le taoïsme intervient. Ou au contraire, on va, c'est la caricature, mais essayer de ne pas trop apprendre, de garder du flou,
Parce que l'idée derrière ça, de garder du flou, c'est que tout le monde a son espace pour interagir avec les autres. Alors, sans dire qu'il ne faut pas apprendre, moi je suis bien convaincu qu'il faut surtout apprendre et comprendre, mais c'est vraiment l'idée de laisser une zone d'incertitude pour permettre à l'autre en face d'exister dans l'interaction que j'ai avec lui. La maçonnerie cultive la pensée analogique, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc vous comprenez aussi au travers de tout ce que je vous raconte et de tous les exemples que je vous donne, c'est que ça nous permet d'avoir un regard qui embrasse plus large. Et là où, du coup, si vous regardez sur la pensée analogique, ça nous déforme, entre guillemets, ou ça nous forme, ou ça nous conditionne, j'en sais rien, mais aussi dans le monde de tous les jours. C'est-à-dire que quand je me rends compte que pour avoir la vérité d'un sujet comme une pierre brute, j'ai besoin de l'avis de tout le monde, sur n'importe quel sujet de la vie de tous les jours, c'est intéressant aussi, sur un sujet donné, un fait d'actualité, d'être capable de ne pas se précipiter dans une action, mais attends, posons-nous un peu. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Où sont les biais? Qu'est-ce que je comprends mal? Comment je peux enrichir ma vision des choses avant d'agir? Agir et non pas réagir. Je pense que la pensée analogique, la culture de la pensée analogique en maçonnerie est très forte pour ça. C'est de l'imprégnation progressive qui va faire que ce que l'on vit en maçonnerie va finir par déteindre dans notre approche du monde de dehors. Et donc ça permet d'embrasser plus large le monde, et puis aussi soi. Peut-être un peu plus généreux avec soi, moins intransigeant, moins dur, et puis peut-être aussi de mieux se comprendre. Et ça permet de cultiver l'audace. Mais peut-être pas l'audace au sens où on l'imagine, quand vous tapez audace sur internet et puis que vous regardez les images, vous avez quelqu'un qui est au bord de la falaise et puis qui va essayer de sauter. C'est pas cette audace-là dont je parle. C'est plus celle de... C'est Kant qui raconte ça, sapere aude, audace, mais sapere aude, Kant le traduit par ose penser par toi-même. Même pas ose, pense par toi-même. Fais-le. Si tu ne le fais pas, c'est une faute. Pense par toi-même avant d'agir. Et c'est vraiment cette idée-là. Sur un sujet donné, prends le temps de la réflexion sur quelque chose que tu dois faire. Même interroge ton quotidien sur ce que tu fais depuis toujours, ma fameuse tasse du café du matin. Interroge-toi sur le quotidien et réagis derrière. Et pense d'abord. Et pour Kant, c'est une action en 3 temps. 1, je pense, je réfléchis à un sujet. 2, je décide une action et j'y vais. 3, j'apprends à danser dans le vide. Parce qu'une fois que j'ai pris la chose, il y a quand même une action, il y a une part d'incertitude. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, je ne sais pas prédire l'avenir. Donc il faut que j'accepte toutes les incertitudes qu'il va y avoir, qui vont découler de l'action que je fais. Mais il faut l'accepter, oser.